Parlons pitch. Dans la vie d'un entrepreneur, le pitch est quelque chose qui est très important. Que ce soit l'elevator pitch, que ce soit le pitch dans une compétition ou le pitch pour la recherche de financement ou la recherche de clients, c'est un outil essentiel. C'est un type de présentation un peu différente, quoique, comme toute présentation, il a les mêmes principes, c'est-à-dire, il y a un objectif. Dans le cas d'un elevator pitch, on cherche à susciter l'intérêt, donc gagner le droit de poursuivre. C'est-à-dire, on utilise un 30 secondes pour séduire la personne qu'on rencontre en vue de poursuivre la conversation dans son bureau ou fixer une date ultérieure pour une autre rencontre. Dans le cas du pitch devant un jury, mon objectif n'est pas de présenter l'entreprise. Mon objectif est de persuader le jury que mon entreprise est celle qui doit gagner le prix et mériter la bourse. Parallèlement à cela, mon objectif est aussi de démontrer à l'entreprise que je suis la bonne personne pour mener à bien le projet. Déjà vu dans des contextes, dans des compétitions, les gens ne pas croire au projet d'entreprise, mais croire en l'entrepreneur puis investir quand même, et vice-versa. Dire à des entrepreneurs, c'est un beau projet, mais on ne croit pas que tu vas le mener à bon terme. Donc, il y a toujours cette dualité dans un pitch, dans un concours. Un pitch de financement va être un petit peu la même chose. J'ai besoin de démontrer la solidité de mon entreprise, la solidité de mon plan d'affaires. Est-ce qu'il y a un réel potentiel? Donc, je cherche, encore une fois, à persuader mon auditoire. Au niveau de la clientèle, c'est le lien avec les besoins qui va être fait entre mes services, mes produits et les besoins de cette clientèle-là. Ensuite, c'est le moment de bien vendre notre projet, concept, entreprise, produit, service, peu importe. C'est là qu'on est rendu. Et pour bien le vendre, il faut penser bénéfice. On a souvent le défaut de parler de nos caractéristiques, de nos détails. Non, il faut penser bénéfice. Quel est l'avantage pour l'interlocuteur, pour notre auditoire, de ce qu'on a à offrir? Okay. Plus on se concentre sur les bénéfices, plus on a des chances de toucher la personne. Rappelons-nous une chose, et là on va parler de structure du pitch. On doit d'abord répondre à la question « Pourquoi ?» Ensuite, on pourra s'attaquer ou s'attarder au quoi et au comment. Et le pourquoi, ça va être aussi simple que pourquoi ton entreprise existe? Pourquoi tu as créé tel produit ou tu as créé tel service? Ou pourquoi tu veux créer une entreprise? À la base, et là, le pourquoi il est là, tu cherches à améliorer quelque chose. Tu es témoin d'un problème, d'une inefficacité. Tu penses que tu as une façon de faire qui va être plus efficace que ce qui se fait actuellement. Tu as vécu quelque chose qui te dérange. Tu as fait « Moi, je vais régler ça. On va créer tel produit-service pour régler ça. » Ça, c'est le pourquoi. Et on a besoin de le comprendre dans un pitch. C'est l'origine, c'est la motivation, c'est l'essence de ce que tu viens proposer. Après, tu pourras descendre, aller un petit peu plus loin et parler de l'opportunité. Ou même de la solution d'abord. Voici ce que je cherche à régler ou à améliorer, et là, je parle de la solution. Et voici comment je le fais. Est-ce que c'est un projet d'entreprise? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Alors, tu démontres que ce que tu viens offrir répond au problème que tu as identifié, que ça vient l'améliorer. Ensuite, démontre-moi qu'il y a un marché potentiel. Ça peut être un réel problème, mais il y a 4 personnes dans le pays qui ont ce problème-là. Quel est le potentiel commercial de ton entreprise ou de ta solution? À ce moment-là, il va être faible. Donc, ce que nous devons démontrer, c'est que nous avons un potentiel commercial qui est intéressant. Surtout si c'est un pitch pour du financement. Donc, on doit démontrer qu'il y a un avenir à notre entreprise ou à notre produit ou à notre solution. Et l'avenir passe par un nombre de clients suffisant pour faire vivre notre entreprise. Après, on va pouvoir tomber, selon l'auditoire, selon la nature du pitch, peut-être le plan d'affaires, le plan marketing, c'est qui l'équipe, c'est quoi le financement, comment ça va fonctionner. Ça, on peut se rendre jusque-là. Et tout au long, assurons-nous d'avoir un petit côté vente, c'est-à-dire de nommer notre entreprise, de nommer le produit, le service pour que les gens le comprennent bien et les gens s'en imprègnent. Tout au long de mon pitch, assurons-nous d'être unique. Est-ce que, comme on voit dans certains concours de pitch, ils sont 5-6 à passer en ligne à faire des pitchs, tout pareil, même formule, copier-coller, pas intéressant. C'est quoi notre saveur unique? Quelle est notre saveur comme entrepreneur, comme entreprise, comme produit-service?
ce service, ça doit se ressentir, ça doit transcender notre pitch. On doit sentir qui on est, c'est quoi notre personnalité. Et je termine avec un détail fort important au niveau de la vente. Et ça s'appelle la prononciation. Nombre d'entrepreneurs font l'erreur. Je l'ai sûrement déjà fait moi aussi. On termine nos phrases rapidement, et notamment le nom de l'entreprise. Je suis Denis François Gravel de Présentabilité. Avez-vous entendu le nom de l'entreprise? Et là, vous faites ça sur une scène dans un concours de pitch. Prenez le temps de ralentir, s'assurer que si c'est un mot que les gens ne sont pas habitués, qu'ils vont bien le comprendre. Je suis Denis François Gravel, fondateur de Présentabilité. Là, on a le temps de bien le comprendre. Ça vient boucler la boucle pour faire une bonne vente de notre projet. Dans toute présentation, et pour le pitch, c'est la même chose, le contenu est hyper important. Mais le contenant aussi a son importance, car il vient influencer la perception des gens. Alors, dans le cas d'un pitch, c'est important de penser à être aimable. Ça a l'air drôle, mais il faut avoir l'air de quelqu'un d'aimable. Je fais un pitch devant des clients, j'ai de l'air désagréable, pas grand chance que je les séduise. Ça se peut que leur niveau d'écoute, il s'arrête là, tout de suite. Si j'ai l'air d'être quelqu'un qui est absolument pas coachable parce que j'ai l'air d'être seul dans ma tête, je fais ce que je veux, puis je viens chercher du financement, ça se pourrait que le groupe de financement n'ait pas le goût d'embarquer dans mon projet juste à cause de mon attitude. Donc, je dois soigner mon attitude. Ça veut dire avoir l'air aimable, mais avoir l'air aussi confiant. Confiant dans notre projet, confiant dans nos capacités, mais attention, la ligne est mince entre la confiance et l'arrogance. Alors, il faut rester du côté de la confiance, et en même temps, ça ne veut pas dire tout savoir, ça veut dire être réaliste. Si on a des défis qui sont devant nous, bien, le savoir que ça, c'est un défi. Actuellement, on ignore comment on va passer au travers, mais nous allons faire telle chose pour adresser ce défi. Alors, j'ai une réponse claire. Je sais que j'ai des défis, j'ai une réponse claire pour les adresser. Ça donne de la confiance à mes investisseurs ou à mes clients ou aux gens qui veulent embarquer. Un élément qu'on va souvent oublier, qui va pourtant l'air très simple, sourire. C'est un projet qu'on aime, c'est une entreprise qu'on aime, il faut que ça paraisse. Et les gens souriants, on a plus envie de collaborer avec eux que quelqu'un qui a l'air totalement désagréable. Alors, le sourire va venir faire cet impact-là. Même au niveau de ma gestuelle, mon non-verbal, quel genre de posture j'adopte? Est-ce que j'ai une posture dynamique? Est-ce que j'ai une posture... On parlait tantôt dans une capsule précédente de posture un petit peu plus renfermée. Est-ce que j'ai de l'air de vouloir collaborer? J'ai de l'air de vouloir travailler tout seul dans mon coin. Alors, il faut que je sois en ouverture avec les gens. Donc, ma posture va venir parler à mon auditoire. Et même chose, la passion, la façon dont je vais m'exprimer, mon dynamisme, on en a parlé dans une autre capsule, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Surtout au niveau du pitch, où je viens exprimer quelque chose de nouveau, je viens persuader les gens, il faut que moi-même j'ai l'air d'être persuadé. En soignant notre attitude, on s'occupe du contenu. Mais on l'a vu tout à l'heure, le contenu, il est important, il a un impact au-delà du contenant. Alors, une bonne attitude va mettre mon auditoire dans des bonnes dispositions. Dans la plupart des occasions, nous allons avoir à réaliser un pitch. Ça va se terminer par une période de questions. Et la période de questions va venir ajouter la touche finale pour une réussite, ou va venir donner la jambette qui va faire que ça va être un échec. Et là, ça va dépendre de notre attitude. Une période de questions, ça se prépare au même titre qu'un pitch. C'est-à-dire, essayer de prévoir quelle question va se faire poser. Je vais moi-même dresser une liste. Quelles sont les questions que je pourrais me faire poser? Je vais demander à des collègues, à des amis, à ma famille, je vais faire le pitch. Posez-moi des questions. Quelles seraient les questions que vous allez me poser? Questions pièges, questions simplistes, peu importe. Je les liste. Et après, bien entendu, je prépare les réponses. L'objectif de ça, c'est d'éviter d'être pris par surprise par une question devant les juges. Et les juges, je pense dans un concours, mais si c'est avec un client ou dans un autre contexte, il va y avoir des questions aussi. Alors, plus je suis préparé au niveau de mes questions, plus je vais avoir des réponses qui sont prêtes, qui sont intelligentes, plutôt que des réponses improvisées sur le moment. La période de questions,
c'est aussi un moment où je dois maintenir le même niveau de dynamisme, d'énergie, de confiance que j'avais pendant le pitch. On voit des entrepreneurs, des fois, que pendant le pitch, on a un produit super, on a une entreprise qui va être super. Il arrive à la période de questions, puis c'est comme... je pense que la réponse est 22. Toute la confiance s'est évanouie. Pouf, on le voit dans même le gestuel, les épaules deviennent renfrognées, la personne diminue, le ton baisse. Garde le même niveau d'énergie, le même niveau de confiance. Assurons-nous de bien répondre aux questions. Comme ça, si on a fait une bonne impression pendant le pitch, on va maintenir cette bonne impression, on va terminer le pitch en force et possiblement atteindre notre objectif. S'installer debout devant un groupe et faire un pitch de 2, 3, 4, 5, 10 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel. C'est pas quelque chose qu'on a appris à faire sur une base régulière et avec laquelle on a développé une aisance. D'où l'importance de pratiquer. Pratiquer et pratiquer. Il faut pratiquer notre pitch pour que ça devienne quelque chose de naturel. Pour que ce soit naturel, il faut vraiment le pratiquer beaucoup. Et qui dit pratique, dit, idéalement, prenez un chronomètre. Pourquoi? Déjà, ça va nous permettre de pratiquer notre temps. Si dans le concours, par exemple, on a 2 minutes pour faire un pitch, ou si un client nous dit « Viens me voir, je te donne 10 minutes », il faut que je m'assure que je rentre à l'intérieur du temps. Et si c'est un contexte où il peut y avoir des interruptions, contexte client, il y a de bonnes chances qu'il y ait des interruptions pour des questions. Un concours de pitch, habituellement, on a un chronomètre, 3 minutes, 5 minutes, on n'aura pas d'interruption. Par contre, quand le délai est terminé, on coupe le micro. Fait qu'il faut que je m'assure de vraiment bien gérer mon temps. Je suis mieux de pratiquer avec un chronomètre quand je vais faire ma pratique, que ce soit chez moi, au bureau, ou peu importe. Je peux pratiquer devant des amis pour voir aussi développer une certaine forme d'aisance. Et quand je pratique debout. Pourquoi? Parce que ça va être les mêmes conditions que je vais reproduire. Ça va me permettre de développer mon aisance. Et quand je suis debout, ma prestance n'est pas la même non plus. Alors, et je pratique à voix haute. Des fois, nos présentations, on les pratique dans notre tête. C'est déjà un premier niveau pour l'apprendre. C'est parfait. Mais en la pratiquant à voix haute, c'est là que ça me permet de découvrir quels sont les passages avec lesquels je suis moins confortable, s'il y a des transitions qui sont moins efficaces, s'il y a des choses que moi, je maîtrise moins bien. C'est en le faisant à voix haute que je vais m'en rendre compte. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer.